Let's go. Bonjour à tous, bienvenue à ma conférence sur les ESI. Donc, je vous remercie déjà d'être présent, je remercie le Volcamp aussi de me permettre de pouvoir donner cette conf-là. Donc aujourd'hui, on va parler d'ESI. Vous allez découvrir un peu ce que c'est après. Mais avant tout ça, quand quelqu'un parle, c'est intéressant de savoir qui il est. Donc moi, je m'appelle Yann Chépins. Je suis tech lead chez OnePoint depuis maintenant 4 ans. J'ai 13 ans d'expérience derrière moi. Je viens du monde du PHP et j'en suis fier. Hein, soyons clairs. Merci. Il y a... De quoi? Bah oui, j'ai fait la FUP aussi. Je me suis certifié il n'y a pas longtemps sur tout ce qui est autour de l'éco-conception, parce que je pense que c'est un sujet important. Aujourd'hui, je fais énormément de DevOps, en tout cas tout ce qui tourne autour de la culture du DevOps. L'expérience qui m'a surtout poussé à donner cette conf-là, c'est que j'ai travaillé pendant à peu près 3-4 ans à gérer une quinzaine de sites web qui faisaient entre 400 visiteurs uniques par jour à plus de 10 millions. Donc là, on commence à atteindre des niveaux de forte audience assez intéressants, où on travaille beaucoup autour des caches, forcément. Aujourd'hui, j'ai un petit site web qui est développé en, je ne vous dirai pas quoi parce que ça n'a pas d'intérêt, on s'en fout un peu. C'est un site de e-commerce assez classique, hein. On a une page de catégorie, on a une home page, on a un panier, des comptes clients, on a quelque chose d'assez classique, en tout cas dans le monde du e-commerce. Tout ça avec une stack sur une génération qui est complètement côté back-office. Pas de JavaScript chez moi, hein, soyons clairs. On génère absolument tout côté serveur. En gros, on fait du vrai web, quoi. Généralement, sur ce genre de plateforme-là, on va très rapidement mettre en place des caches. Là, sur le contenu que j'ai sur mon site internet, j'ai de la mise à jour à peu près toutes les 2 semaines du contenu. Ça sert absolument à rien que je vienne régénérer ce contenu côté serveur à chaque fois. Donc on va mettre du cache. On va mettre du cache applicatif, on va mettre du cache HTTP, c'est ce sur quoi on va se concentrer tout à l'heure. Ce que ça va nous permettre de faire sur cette mise en cache-là, déjà ça va nous permettre d'améliorer les performances, évidemment. On évite d'aller sur-solliciter les serveurs, etc. C'est globalement considéré comme une bonne pratique de mettre des caches sur ce qu'on peut faire. Pour pouvoir mettre du cache, évidemment, il faut aussi analyser l'usage du site. On ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas mettre du cache de 2 mois sur des trucs qui sont modifiés tous les jours. Et d'un point de vue éco-conception, c'est quand même quelque chose de plutôt positif parce qu'on va moins solliciter nos ressources. Niveau cache HTTP, on va utiliser des outils assez classiques qu'on appelle des reverse proxy cache. Le fonctionnement d'un reverse proxy cache, c'est le fonctionnement d'un reverse proxy. En gros, quand les requêtes arrivent, elles passent par le reverse proxy et après elles partent dans les backends. Ce genre de reverse proxy cache, aujourd'hui on parle beaucoup de CDN. Après il y a des outils qui existent qu'on peut installer on-premise comme du Varnish, dont je vais me servir aujourd'hui. Il y a du Squid Cache pour les plus vieux d'entre vous. On va passer aujourd'hui au-delà de tout ce qui est SSL termination et tout ça. On va considérer qu'on fonctionne qu'en HTTP et pas en HTTPS, parce que la plupart des outils, en tout cas Varnish, ne supportent pas ce genre de choses. Donc voilà. Bref, les requêtes passent par reverse proxy et arrivent au back après. Le fonctionnement d'un reverse proxy cache, alors c'est le fonctionnement classique, hein. Après il y a plein de stratégies différentes, mais celui de base c'est celui-ci. En fait, au premier appel, par exemple, notre utilisateur il va demander la page article numéro 1, ça arrive au reverse proxy cache. Le reverse proxy cache regarde s'il a la page en cache. Premier appel, il ne l'a pas. Il va demander au serveur back de lui générer le contenu. Il va réceptionner le contenu, il va le mettre en cache et il va le renvoyer à l'utilisateur. L'avantage avec ça, c'est qu'au deuxième appel, le reverse proxy cache, il a le contenu en cache. Donc il renvoie ça immédiatement à l'utilisateur. Ce qui est intéressant avec ça, tout à l'heure on me posait la question si on allait parler de cache navigateur ou de cache côté serveur. Là on est côté serveur. Ce cache-là, il est utile pour tous les utilisateurs et il est fait qu'une seule fois. Ça, c'est hyper pratique quand on a énormément d'audience et qu'on a des sites qui sont beaucoup, par exemple des sites de magazines, des CMS, des trucs comme ça, où il y a énormément d'audience. Un des sites sur lesquels je travaillais, où on avait le gros, où on avait 10 millions de visiteurs par jour, on n'avait que 3 serveurs back pour gérer tout le monde. On avait par contre une grosse quantité de cache en amont qui gérait tous ces trucs-là. Mais malgré tout, sur mon petit site de e-commerce, là, j'ai un problème avec la gestion des caches. Je ne sais pas si vous voyez à peu près où est-ce qu'il va être, ce problème-là.
Moi, je suis habitué, généralement, c'est le genre de choses que je vois tout de suite. Mon petit problème, il est là. Mon souci, il est là. Il y a mon nom qui est affiché ici. Cette zone-là va me poser un gros souci. Parce que si je cache ce contenu-là, moi, Yann, je vais aller voir le site, je vais avoir mon contenu frais à moi. Mais je sais pas, Christophe, demain, il va sur la plateforme, il va prendre mon contenu. Parce qu'il aurait été stocké en cache. Le souci, il est là. Alors quand c'est juste votre prénom, c'est pas très grave. Quand ce sont vos coordonnées bancaires ou des données médicales, c'est tout de suite un peu plus gênant. Je reviens sur le schéma pour réexpliquer un peu comment ça passe. Moi, je me connecte, le RPC n'a pas la page en cache, ça passe dans le back-end, il régénère, il stocke, et au deuxième appel, Bob, il prend ça lui-même. C'est vraiment un souci. Et vous n'avez pas envie de faire ça. Vous n'avez pas envie de ça. Le problème, c'est que ce petit Saluyan, il est sur toutes les pages de ma plateforme. Sur toutes les pages de mon site. Ça veut dire que je ne peux plus mettre de cache du tout, nulle part. C'est un peu dommage quand même. Et dans le monde du développement, surtout chez les développeurs web, on constate un truc, alors c'est encore étudié par les scientifiques aujourd'hui, il y a un réflexe naturel chez tous les développeurs web, quand on peut, pour gérer ce genre de choses, on va foutre du JS. Voilà, on va mettre du JS. On va faire du chargement Ajax, pour ceux qui sont habitués à ça. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en cache, on va générer seulement le contenu qu'on peut mettre en cache côté serveur, et par contre, toutes les parties dynamiques, on va les charger dynamiquement en JavaScript. Donc voilà. Et il y a un effet boule de neige avec tout ça. Donc on va modifier notre code pour plus rajouter le Saluyan dans la page, on va aller charger ça en JS, ça veut dire qu'on va rajouter une couche côté client, parce qu'on va rajouter du JS dont on n'avait pas forcément besoin avant. Puis du coup, les prix vont devenir dynamiques aussi, parce qu'en fonction de qui est connecté, il peut y avoir des promotions, donc on va rajouter du JS encore. Et puis on va encore avoir d'autres trucs, on va rajouter du JS, tout le temps, et on va finir avec un gros code spaghetti et une couche applicative en plus à maintenir, tout ça parce qu'on n'a pas su gérer le cache correctement. Et au final, on se retrouve avec une truc horrible après, on a une double stack front-back. Parce qu'à un moment, trop de code en front, on passe par un framework. Donc on va se retrouver avec un back qui va générer du contenu et un framework front en plus à gérer, tout ça pour des problématiques de cache, alors qu'on n'en avait pas besoin avant. Comment on peut faire autrement ? Il y a sûrement un moyen de s'en sortir quand même. C'est des problématiques qui sont connues depuis des dizaines d'années. C'est peut-être pas la seule solution qu'on va avoir. Et je pense que vous me voyez venir aussi avec ça, évidemment. Une solution, ça va être d'utiliser les ESI. Mais avant de parler des ESI, on va reparler du protocole HTTP encore une fois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas toujours très bien comment ça fonctionne. Le protocole HTTP, c'est quelque chose d'assez simple, c'est un protocole d'échange. En gros, on a un client, généralement ça va être un navigateur dans notre cas, qui va envoyer une requête à un serveur. Le serveur, il va prendre en compte tout ce qu'il y a dans cette requête, URL, verbe, header, parfois un corps, même sur la requête, typiquement pour ceux qui font du REST ou des trucs comme ça, ou même quand on fait du post, on envoie un corps. Le serveur va s'appuyer sur toutes ces informations-là pour générer un contenu. Il va envoyer une réponse à notre client, où pareil, on va avoir un code HTTP, on va avoir du contenu, on va avoir d'autres headers, potentiellement, et parfois on va avoir un corps aussi. Nous, on va se concentrer sur un truc en particulier qui sont les headers. Les headers, on va en avoir dans les requêtes et dans les réponses. Alors il y a plein de types de headers différents qui peuvent exister. Il y en a qui sont existants par convention ou par RFC. Il y en a que vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les headers. Vous pouvez mettre c'est du key value, vous mettez ce que vous voulez. On va avoir des headers qui se complètent plus ou moins. Typiquement, si le client il veut absolument avoir du contenu HTML, il va pouvoir mettre un header accept type, donne-moi du HTML. Et puis du coup, le serveur va lui répondre en disant tiens, le contenu c'est du HTML en mettant ça dans le content type. Typiquement, dans les headers, on va avoir les dates, on va avoir les infos navigateurs si c'est dans le côté client. Un petit truc aussi qui est assez méconnu par les plus jeunes, surtout les cookies. Les cookies sont un header HTTP. C'est un cookie, c'est une clé cookie, et puis en fait, toutes les valeurs sont séparées par des points-virgules. Donc voilà, les cookies sont un header. C'est d'ailleurs un des rares headers qui est obligatoirement échangé dans les deux sens, et c'est aussi par convention. Donc voilà, pensez-y quand vous faites des modifications de cookies sur vos stacks front, parce que ces cookies-là, ils sont renvoyés au serveur derrière. Pareil côté serveur. Faites gaffe avec ce genre de petites choses.
On va se concentrer encore plus particulièrement sur un header, deux headers, les headers Pragma et les headers Cache Control. Pragma, c'est un header de HTTP 1.0, on ne va pas se concentrer dessus, mais il fait la même chose que Cache Control, qui est un header de HTTP 1.1. Ce header-là, il va nous permettre de manipuler et d'indiquer en fait via le protocole HTTP comment est-ce qu'on doit gérer le cache pour le contenu. Il peut avoir toutes ces informations-là. Alors, on va les reprendre parce que vous allez voir, même moi, j'en avais appris des fonctionnements de cache control que j'avais complètement oublié. Globalement, le public private, ça sert à quoi? Le public private, dans le cache control, ça sert à dire tu as le droit de cacher mon contenu. Si c'est en public, tout le monde peut le cacher. Par contre, si c'est en privé, il n'y a que le client cible qui a le droit de le cacher. Ça veut dire que si vous avez un passage par des CDN et tout ça, il n'a normalement pas le droit de cacher ce contenu-là. C'est dédié à l'utilisateur final. MaxSage, un grand classique, c'est la durée de conservation. Combien de temps est-ce que tu dois garder mon contenu en cache avant de venir le rafraîchir? MaxTail, qui est très intéressant, ça permet de donner encore un peu de liberté aux clients sur l'utilisation du cache. En gros, on peut lui dire tu le caches pendant 48 heures, par contre tu as encore le droit de le délivrer pendant, encore 1 ou 2 heures. Si par exemple il y a des lenteurs ou il y a des choses comme ça, MaxTail va être utilisé typiquement par Varnish pour pouvoir délivrer du contenu qui est périmé à l'utilisateur et se recharger en parallèle avec du contenu frais. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Minfresh, que j'avais complètement oublié, Minfresh permet de dire sur cette requête-là, je veux pendant tant de temps que tu n'utilises pas le cache et que tu ne me renvoies que du contenu frais. Ça peut être pratique typiquement quand vous faites de l'éditorial où vous avez du contenu qui est nativement caché, mais que vous êtes en cours d'édition, tu peux dire pendant 5 minutes, par contre tu ne me renvoies que du contenu frais, ça me permet de savoir en fait ce qui se passe en temps réel, sans bouffer le cache. Minverse, on ne va pas trop s'y intéresser, c'est seulement pour vérifier la version du protocole HTTP. Les must revalidate et proxy revalidate. Le must revalidate, ça permet de dire à tous les organismes de cache qu'il y a sur votre chemin de requête HTTP, tu dois venir revalider le contenu. Ce que ça sous-entend, c'est que même si j'ai le contenu en cache, je dois aller vérifier quand même si je n'ai pas du contenu un peu plus frais. Pour faire ça, les navigateurs et la plupart des clients HTTP, ils envoient une requête de type head, avec le verbe head. Pour ceux qui ne savent pas, ce verbe-là indique au serveur tu me calcules exactement les mêmes headers, la même chose que si c'était du get, sauf que tu ne me renvoies pas le corps. Tu ne me renvoies que les headers. Et généralement, il va y avoir le last modified à l'intérieur qui permet de vérifier si le contenu a été modifié ou pas. Et le proxy revalidate, c'est la même chose, mais seulement pour les proxys. En indiquant au proxy, toi, viens revalider le contenu. Ça permet d'éviter de dire au navigateur d'aller faire des requêtes head à foison. Voilà. Le onIf cached, qui peut être très intéressant, ça va être surtout utilisé quand vous êtes dans des situations avec un réseau mobile ou dans des situations où vous avez une connexion Internet qui est assez instable. En fait, vous allez dire, tu me renvoies ce contenu-là seulement si tu l'as déjà caché. Si tu ne l'as pas caché, il ne va pas le chercher. Typiquement, ça va être bien si vous avez une connexion 3G ou un truc pas terrible et que vous avez des grosses images qui servent juste d'illustration, onIf cached. Ça sert à rien d'aller le chercher, c'est que de l'illustration, ne te casse pas la tête avec ça. Donc voilà, on peut faire quand même pas mal de petites choses sur Pragma avec cache control. Donc comme je disais, ces headers-là, en fait, ça va être tout ce qui est autour de l'indication de la conservation des réponses HTTP pour le navigateur, mais aussi pour tous les systèmes qui sont sur le chemin de l'échange HTTP. Tout le monde peut s'appuyer sur ces choses-là pour savoir comment cacher le contenu. Ce que ça permet de faire aussi, c'est de ne pas avoir à configurer à la mano vos reverse proxy cache et de laisser vos applications dire ce contenu-là, tu peux le cacher de temps en temps. Aujourd'hui, c'est surtout utilisé pour les assets, les CSS, les images et tous ces trucs-là. On met généralement des caches assez longs. Ce qui se passe aussi souvent, c'est qu'on va les ajouter automatiquement par les serveurs web. Typiquement, si on voit du JS, du CSS, serveur Apache, Nginx, peu importe, je m'en fous, on va rajouter automatiquement ces headers-là, histoire de s'assurer quand même que ça parte. On ne le fait pas pour le contenu dynamique, parce que pour des raisons évidentes, on ne sait pas combien de temps il faut le cacher. Les CDN aussi vont rajouter ça automatiquement sur vos contenus s'il n'y en a pas. Pour la plupart, évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du reverse proxy cache quand il reçoit la requête? Il va regarder le verbe HTTP déjà pour commencer. Il va se dire ok,
Alors là, je parle d'une configuration de base. Hein. Je ne parle pas d'un truc que vous avez bidouillé vous-même. Il va regarder le verbe HTTP, il va se dire ok, c'est du get, je peux voir s'il y a du cache. Il ne va pas cacher du post. Il ne va pas cacher du delete, il ne va pas cacher ces choses-là. Ça n'a aucun intérêt. Après, il va regarder sur la requête cache control no cache. Vous pouvez très bien, côté client, demander à avoir du contenu frais. Si vous mettez cache control no cache dans vos requêtes HTTP, normalement, vous allez atteindre directement le bac. Vous n'allez pas passer par reverse proxy. En tout cas, il va laisser passer. Il va regarder aussi s'il y a des headers spécifiques. Typiquement, s'il y a des headers d'authentification, il ne va pas prendre de cache. Parce qu'il va se dire c'est du contenu personnel, je ne vais pas utiliser ça. Et bref, une fois qu'il a vérifié tout ça, il va regarder est-ce qu'il a l'URL en cache? Oui, non. Est-ce qu'elle est valide? MaxAge, etc., comme on a vu. Et dans quel cas, s'il ne l'a pas, ça part au bac. Et une fois que le bac a répondu, on vérifie le cache control de la réponse pour vérifier les configurations de cache. Pareil, header spécifique. On va généralement stocker grâce à on va calculer une clé de stockage pour ce contenu basée sur l'URL, sur les fameux headers e-tag que vous avez peut-être déjà vus dans vos requêtes, servent à ça aussi. Ça permet d'avoir des clés de cache. Est-ce que je stocke ou pas à partir de toutes ces informations? Et potentiellement, je peux aussi rajouter des informations. Varnish ou les reverse proxy vont rajouter des trucs dedans. Typiquement, sur Varnish en mode dev, il va vous dire s'il a fait un hit ou un miss. Ça permet de savoir côté navigateur si vous avez tapé sur du cache ou pas. Et combien de fois il a hité aussi. Les cas d'usage classiques sur ça, c'est on va mettre du cache très long sur tout ce qui est contenu statique. Assets, CSS, JS, images, etc. On va mettre du cache court sur du contenu qui va avoir tendance à être fait une fois tous les 2-3 jours. Alors on va mettre du cache court. Alors, cache court, ça peut être un quart d'heure jusqu'à une journée à peu près. Et par contre, sur toutes les zones dynamiques, on va mettre du no cache. On va mettre du cache control no cache, comme ça on est tranquille. Un autre cas d'usage qui m'a été très utile quand j'ai fait des plateformes avec des accès internationaux, c'est qu'on va pouvoir avoir des caches géolocalisées. Ça veut dire qu'on va aller foutre des varniches un peu partout autour du monde, et par contre on va conserver nos serveurs et nos data centers à un seul endroit. L'avantage de faire ça, alors le premier échange est un peu long, parce qu'il faut traverser l'Atlantique, mais par contre les échanges d'après, votre reverse proxy cache étant proche de leurs utilisateurs, ça va hyper vite, et vous n'êtes pas obligé d'aller déployer des data centers partout. Et ça, d'un point de vue éco-conception aussi, ça a beaucoup d'intérêt. Il y a quelques erreurs à ne pas faire malgré tout avec la mise en cache, mettre du cache par utilisateur. Ça, je l'ai vécu, vous allez faire exploser vos VM. Parce que du coup, chaque user va avoir son propre cache, chose qui n'a aucun intérêt, sauf si le mec s'amuse à faire du F5 tout le temps. Mais c'est quand même rarissime, sauf chez les développeurs, de faire ce genre de choses-là. Les reverse proxy cache proposent des méthodes de purge. En fait, on peut envoyer des requêtes HTTP avec le verbe purge et des informations à nos reverse proxy cache pour lui dire ce contenu-là, tu le supprimes. L'avantage de faire ça, c'est que vous pouvez mettre du cache beaucoup plus long sur vos contenus parce que vous allez les supprimer manuellement. Donc ça peut valoir le coup. Et un truc très important, il faut versionner ces assets. Parce que typiquement, si vous avez un CSS et que vous l'appelez mon CSS.css, le reverse proxy va se baser sur cette URL-là pour gérer le cache. Sauf que quand vous allez le mettre à jour de votre côté, lui, il va toujours livrer l'ancien CSS. Donc mettez des versions sur vos noms de fichiers. Ça peut valoir le coup. Revenons à mon problème. Ok, donc là, comme on a pu voir, on a une stack qui fonctionne hyper bien depuis très longtemps. Les reverse proxy cache, c'est sûrement pas une techno qui date d'hier. On va potentiellement, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces trucs-là pour pouvoir gérer nos caches et gérer mon petit problème de Saluyan qui se met un peu caché partout. Et c'est là qu'arrivent les edge side include. Alors, les edge side include, pour ceux qui connaissent la photo, vous êtes au moins aussi vieux que moi. L'histoire de ce truc-là, c'est pour pallier à ces difficultés de pouvoir mettre des durées de cache différentes au sein d'une même page, il y a plusieurs entreprises, dont Akamai Technologies, qui ont travaillé sur une solution qui s'appelle les ESI, qu'ils ont proposé au W3C depuis 2001. C'est pas une techno récente, c'est un vieux truc. Malgré tout, ce truc-là n'est pas approuvé pour le W3C pour une très bonne raison, et vous allez voir pourquoi. Les ESI, c'est une balise HTML, mais qui ne porte pas d'informations. C'est une balise technique, donc c'est normal que le W3C ne le valide pas. Aujourd'hui, il y a peu de CDN chez les cloud providers qui supportent les ESI. Par contre, Varnish et la plupart des trucs qui font ça depuis des années le supportent bien. Il y a des CDN qui le supportent. Akamai le supporte hyper bien. Les ESI, c'est quoi? C'est une balise.
En fait, on va mettre dans notre contenu HTML ESI include et on va lui filer une URL. Et ça, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ça va nous permettre de découper le contenu de notre page. Le petit salut Yann qui est là, je ne vais plus l'intégrer directement sur mon contenu HTML qui répond sur ma page de catégorie. Je vais l'exporter sur une autre URL. Et par contre, dans mon contenu, dans ma page catégorie, je vais mettre cette balise ESI en lui disant tu vas aller m'inclure ce qu'il y a sur cette URL-là. Et ce qui va se passer avec ça, donc comme vous pouvez l'imaginer, on a des durées de cache différentes, on a un cache control qui est différent sur ces deux URL-là. Ce qui va se passer, c'est que quand le reverse proxy cache va recevoir l'appel sur catégorie, est-ce que j'ai la page en cache? Non. Il va aller demander au backend, le backend va lui renvoyer le contenu de la page, et comme vous voyez, il n'y a plus le salut Yann, parce que c'est une balise ESI du coup qui est à la place de ce truc-là. Il va mettre en cache cette partie-là, il va regarder dans la page s'il y a une balise ESI, et s'il y en a une, ou plusieurs évidemment, il va aller appeler l'URL de ce truc-là. Qui du coup, moi je renvoie un cache control no cache, donc il ne va pas le mettre en cache. Il va reconstruire la page et il va renvoyer ça à l'utilisateur. Au deuxième appel, qu'est-ce qui va se passer? Catégorie.html, est-ce que j'ai ma page principale en cache? Oui. Est-ce qu'il y a une balise ESI dedans? Oui aussi. Et comme j'ai du no cache, je vais aller rechercher le contenu de cette URL-là. Tout ça, ça se fait côté serveur. Ça veut dire que tous vos utilisateurs peuvent bénéficier du cache. Et quand on part de ce principe-là, on peut commencer à découper nos pages de cette manière-là. Ok, ma page principale, je vais la mettre un mois, parce que tout le contenu qui est là, qui est du contenu marketing, je ne vais pas forcément le changer tout le temps. Mes vignettes de produits, je vais peut-être pouvoir les mettre 24 heures, je ne suis pas sûr qu'on modifie ça aussi régulièrement. Tout ce qui est pris, si c'est calculé typiquement par utilisateur, je ne mets pas de cache control, je n'ai pas besoin. Et en fait, on peut commencer à découper notre contenu de cette manière-là et aller foutre des balises ESI un peu partout. Dans le détail, ESI, ça peut faire pas mal de choses. Donc il y a les fragments, c'est la première chose qu'on a pu voir. On peut utiliser des variables aussi, qui peuvent provenir des cookies, qui peuvent provenir des headers HTTP, et on peut les exploiter du coup quand on va chercher ça. Typiquement, ça, j'avais utilisé toute la partie, c'est un vrai exemple que j'ai tiré d'une expérience, le search query. Ça veut dire qu'on avait une page de recherche sur notre site, à l'époque on ne faisait pas en JS. Et en fait, tout le contenu de ma page était complètement caché, il n'y avait que la partie de recherche qui était en ESI, donc tout mon contenu central était dynamique, c'était pas un problème. On peut avoir aussi du conditionnel, ça peut être intéressant si vous êtes en cache géolocalisée pour aller savoir où est-ce que vous voulez aller taper. Typiquement, si vous avez un changement de langue, si vous avez des choses comme ça, vous pouvez aussi du coup reconstruire en fonction de la langue de votre utilisateur, ça peut valoir le coup. Et il y a du try-catch, ça va être bien si vous êtes sur plusieurs data centers ou sur plusieurs services, ça peut valoir le coup. Vous pouvez gérer vos erreurs 500 avec ça. Ok, erreur 500 sur la réponse, renvoie-moi une page standard, enfin un bout d'erreur standard, ça peut valoir le coup, ça permet de faire un peu de fallback. Les avantages de tout ça, il n'y a pas besoin de JavaScript. On fait ça, tout est côté serveur. On est détaché du serveur d'application. Ce n'est pas l'application qui gère la reconstruction. C'est un outil qui est prévu pour ça. Un outil qui est spécialisé dans le stockage du cache. Alors je mets différents DSSI parce que ça existe, le serveur side include qui est géré par les frameworks directement, ils peuvent faire de la reconstruction. Tout se fait côté serveur et en plus on peut faire du purge localisé, ça veut dire qu'on peut aller purger des petits morceaux de page HTML. Ça c'est pas mal. Malgré tout il y a des inconvénients, ça nécessite un reverse proxy cache, voilà, faut pas oublier, puis typiquement un varnish c'est assez gourmand en RAM, donc voilà. Il faut de la mémoire vive, parce que généralement ils stockent tout en mémoire vive. Toutes les URL sont des URL. Donc ça veut dire que vos contenus internes de vos balises ESI, ça doit être des primitives au niveau des paramètres. Vous n'allez pas pouvoir passer d'objets, pas de trucs complexes. Normalement, si vous avez un bon découpage avec des ID, vous devriez vous en sortir. Autre point, il faut maîtriser la construction de la page. Parce que si vous ne maîtrisez pas le HTML, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Et ça peut vite partir en grand n'importe quoi. Sur les sites de e-commerce, comme je vous montre là, avec toutes les vignettes, fois le nombre de promotions disponibles, fois machin, il y a des balises dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Donc ça devient inutile en fait, à ce niveau-là. Quelques exemples concrets avec l'usage de ces choses-là. Donc les cas d'usage courant, déjà c'est vachement cool parce que ça résout mon problème. C'est le but quand même de la conf à la base.
Euh, tout ce qui est zone utilisateur sur vos différentes plateformes, vous pouvez tout ça de manière isolée. Ça c'est plutôt cool, ça met toutes les zones user en mode no cache, donc c'est plutôt pas mal. Un truc très avantageux, c'est que du coup vous allez pouvoir mutualiser vos bouts de cache entre vos différentes pages. Si typiquement là on est sur de la vignette pour un site de e-commerce, généralement ces vignettes-là, vous allez les réutiliser sur différentes pages, sur les recherches, sur tous ces éléments-là. Là en fait vous allez la générer une fois pour une page et vous allez pouvoir bénéficier du cache sur tous vos autres contenus. Ça c'est assez pratique, surtout si vous avez des contenus un peu lourds à générer, ça vaut vraiment le coup. Dans le e-commerce, on va mettre du no-cache sur tous les contenus réellement dynamiques, comme je l'ai déjà dit. On met du no-cache sur les promos, sur tout ce qui est attaché à l'utilisateur, etc. Et la petite fonctionnalité sympa, ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler en conf, mais avec ça on peut faire du micro-front-end aussi. Parce que du coup on se base sur des URL. Donc rien ne nous empêche d'aller taper sur des services différents. Et ça vaut le coup. Ça veut dire qu'on peut avoir notre petit back-end pour la gestion des prix, notre back-end pour la gestion des utilisateurs, notre back-end sur la partie produit, notre back-end web. Et je rappelle, tout ce rassemblement-là, il est fait côté serveur. Tout ça, c'est fait côté serveur. C'est pas du tout fait front. Donc ça peut être plutôt intéressant. Pareil, on peut l'exploiter d'un point de vue géolocalisation. Si on a des prix différents en fonction des états dans lesquels on est, ou je parlais tout à l'heure, mais si on a des langues différentes aussi. Alors là, je ne l'ai pas mis dans les différents cas d'usage, mais un truc qui peut être très bien aussi, c'est quand on est sur de la marque blanche. Si vous faites des plateformes sur marque blanche, gérez le même cache pour tous vos utilisateurs, par contre, spécifiez par vos balises ESI les bouts qui sont spécifiques à chacun de vos clients finaux. Ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ai un peu présenté la techno. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démo de tout ça, si ça vous intéresse. En tout cas. Alors, on va commencer par partager tout ça. Alors, je suis sous Linux, alors des fois ça peut être un petit peu long. Allez. Voilà. Ok. Hop, on va fermer ça. On va fermer ça. Et tac. 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 Et tac. Donc pour commencer, pour la démo, je vous ai préparé un petit environnement sous Docker Compose avec deux services. Le service web, qui permet du coup de délivrer du contenu web, et un autre service qui s'appelle Cell, c'est celui qui va gérer tous les prix de mes différents articles. Donc voilà. Ce qu'on va commencer par faire avec tout ça, donc là, à bien repérer, le service web écoute sur le port 80, le Varnish écoute sur le port 80-80, et l'autre service écoute sur le port 81. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer tout ça. Je vais y arriver. Voilà, il y a tout qui démarre. Tac, tac, tac. Hop. Alors là, sur l'exemple, c'est que du HTML pur. J'ai pas de langage côté serveur parce que j'avais pas envie de guerre de chapelle. Donc j'ai fait que du HTML, mais évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. La première chose qu'on va vérifier et qu'on va regarder, donc là, on est sur la partie web. Donc là, j'ai pas de varnish devant. Un truc hyper intéressant à voir, c'est déjà ça. Juste pour commencer. Quand vous chargez complètement votre page, voici tous les échanges HTTP qui se font avec votre serveur. Et si vous configurez bien vos caches contrôle, voilà ce qui se passe. Et comme vous voyez, la petite requête là, le petit 304, ça c'est le navigateur qui automatiquement va faire du must revalidate sur vos contenus principaux. Il ne va pas le faire pour tout, évidemment. Même si vous ne le configurez pas, le cache control sur ce truc-là, il va automatiquement faire du must revalidate. Et vous le voyez aussi, en toute façon, côté debugger navigateur, tout vient du cache. Donc voilà. Ça, c'est parce que dans ma conf Apache, j'ai défini ça. Je lui dis pour tous les contenus qui sont en CSS.js, enfin tous les assets de ce format-là, je rajoute ces headers-là. À partir de là, lui, il va aller de toute façon mettre du cache. Ce qu'on va faire, je vais activer
les caches pour le contenu HTML, parce que c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous intéresse le plus sur ce cas-là. Donc là, il va falloir que je redémarre Varnish, parce que je suis sûr qu'il a stocké des trucs que je ne voulais pas qu'il stocke. Et là, ce qui va se passer, donc je passe sur le côté Varnish. Hop, premier appel, donc je charge absolument tout. Deuxième appel, voilà. J'ai plus de log Apache. Tout est renvoyé par Varnish ici. Absolument tout. Du coup, c'est pas pratique, hein, parce que le salut Yann qui est là, il va pas marcher. Je vous parlais des headers que Varnish rajoute. Alors, je sais pas si vous les voyez bien. Normalement, si. Vous avez ici, hein, dans les Varnish va vous rajouter ces petits headers là pour savoir s'il a fait du hit ou du miss. Savoir si vous avez du contenu frais ou pas. Le nombre de fois où il a fait du hit aussi. Ça peut être intéressant. Et puis le X-Varnish, c'est là, je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a ça qui est possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir avec ma petite balise ESI ce qui peut se passer. Alors déjà, on va quand même vérifier que ce que je vous ai raconté, c'est pas des bêtises. On va modifier ça, on va vérifier. Hop, j'ai pas de mise à jour là-haut, on est toujours sur Salut Yann, c'est pas terrible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre petite balise ESI. Alors je vais vous montrer l'URL hein, quand même qui va avec. Alors je me suis pas embêté, hein, j'ai fait un copier-coller de code. Hein. Et dans ce contenu-là, tac, en gros voilà l'URL que j'appelle. Où il y a juste le contenu. Hein, si on fait un CTRL-U, c'est vraiment exactement la même chose. Je vais devoir redémarrer Varnish parce qu'il a caché ma page en complet. Allez, c'est du cache. Hein. Tac. Et là, ce qu'on va voir. Ok, donc on est bien sur Salut Yann ESI. Et là, comme vous avez pu le voir, bon, il a gardé le cache de tous mes assets, ça m'arrange. C'est du coup, côté Apache, il a été chargé mon contenu complet, mais il a été aussi été chercher cette partie-là. Donc ma page a toujours son gros contenu. Et si je réactualise, alors, ça par contre c'était une bêtise. Hop. Si je réactualise, vous voyez côté Apache, là vu que je passe par Varnish, il ne cherche plus du tout ma page de catégorie. Il vient juste chercher le petit bout de truc que j'ai là-haut. L'avantage, c'est que si je fais ça, du coup, je peux aller modifier Salut Yann, je peux mettre Salut Volcamp, et je vais avoir ma mise à jour là-haut qui se fait bien, sans qu'il recharge tout le reste de la page. Donc ça, c'est plutôt cool quand même comme truc. Si on veut voir quand même ce qui se passe si je passe directement par le serveur web, vous allez voir, c'est comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai plus du tout de contenu là-haut. Parce que du coup, le navigateur n'interprète pas les balises aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer autre? Pour la partie configuration, dans Varnish, alors, dans Varnish, ça c'est une conf Varnish standard. Ok, ça fait un peu flipper pour la première fois, pour ceux qui n'ont jamais vu, mais ça se configure très bien. Sur Varnish, pour activer les ESI, c'est ça. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a rien d'autre. C'est ce bout de code-là à rajouter. Il n'y a rien d'autre à mettre en plus de ça. Hop. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait faire un peu du partage de contenu. Typiquement sur là, moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est du coup de voir si je peux partager mes prix entre ma page de catégorie et ma page d'accueil. D'ailleurs, que je vais aller chercher. C'est quoi la page d'accueil? C'est un index, évidemment. Hop. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier ça. Tac. Au lieu d'afficher le prix directement, oh, bah, sur la catégorie, ça suffit. Et là, au lieu d'aller chercher le prix sur le même service que le service web, je vais aller chercher sur mon autre service. Sur le service qui est hébergé par le service Cell, qui est ici. Donc on peut voir là, qui du coup me renvoie juste les prix. Pour faire fonctionner ça, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la configuration de Varnish, je lui ai dit, tout ce qui est, toutes les URL qui commencent par prices, tu vas aller taper sur le service Cell.
que j'ai défini un peu plus haut ici. Qui est là. Alors vous inquiétez pas, c'est le port 80, c'est juste que je suis dans le réseau Docker, donc c'est pas 80. Et en gros, toutes les requêtes qui vont arriver sur ce truc-là, ils vont partir directement sur le back-end spécifique pour la gestion des prix. Du coup, je suis toujours sur du cache, donc je suis désolé, mais je vais devoir redémarrer encore une fois. Tac. Hop. Hop. Voilà, on charge qu'une fois. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, il vient aller chercher toujours mon petit header à moi, parce que je n'ai pas enlevé la balise ESI, alors que j'avais prévu de le faire. Il va le chercher sur le serveur web. Par contre, le prix qui est ici, il va aller charger sur le service cell, qui est un autre service. Donc voilà, de cette façon, alors c'est du micro-front-end. Il y a vraiment des tout petits services qui envoient qu'un seul prix. N'utilisez pas ça comme ça, vous allez faire des pertes monstrueuses. Mais voilà, c'était un peu pour faire la démo de ça. Et ce qui est pas mal avec ça aussi, c'est que, par exemple, sur ma page d'index, je vais pouvoir réutiliser le même truc, mais j'ai perdu mon code. Donc ça va être compliqué. Bref, voilà une petite démo de tout ce que j'ai pu vous expliquer avant, vous montrer que ça marche. En plus, sur des architectures, vous avez vu, avec un Docker Compose, 3 services, un Varnish, je suis déjà capable de gérer ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal. On va repasser là-dessus. Donc on a fini la démo. En voyant tout ça, arrêtez de foutre du JS partout. Parce que pourquoi en mettre si t'en as pas besoin? Pourquoi rajouter une couche client pour ça? Et surtout, vous n'avez pas de problème de cores, parce que c'est côté serveur. Donc voilà. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Avant de passer aux questions, je voulais juste faire un peu de pub du coup, parce que le site que j'ai utilisé pour faire la démo, c'est un gars qui met à disposition des templates de site internet qu'on peut utiliser tel quel. Donc voilà, c'est un minimum de parler de lui. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Varnish du coup? De Varnish? Oui. Alors Varnish, c'est un reverse proxy cache. C'est fait pour ça. Le Varnish, c'est un service que tu vas déployer, que tu vas mettre en reverse proxy. Et voilà. Varnish, si on veut aller un peu plus loin, vraiment sur la conf de Varnish, généralement, quand on met du Varnish en place dans notre infra, c'est qu'on a vraiment de la très forte audience, ou en tout cas qu'on veut gérer ça. Dans le cas de la très forte audience, Varnish, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire des clusters de Varnish, les mettre en mode sibling, ils vont partager les caches, ils vont partager tout ça. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Voilà. Varnish, c'est fait pour cette chose-là, en fait. Ça sert à pas grand-chose d'autre, d'ailleurs. La seule contrainte, comme je disais tout à l'heure, c'est que Varnish ne gère pas le SSL. Ce qui veut dire que vous devez avoir un SSL termination en amont sur votre infra pour pouvoir déchiffrer avant que ça arrive dans Varnish. C'est tout. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis un peu Team JS. Aujourd'hui, avec les standards Web Composants, si je rajoute juste mon Web Composant, c'est un peu tout pareil, non? La différence qu'il va y avoir, c'est que tu vas tout refaire côté navigateur quand même. Si je fais du SSR et que je rajoute juste mon Web Composant qui va avoir l'élément dynamique, tu sais, un îlot. Ouais, peut-être faudrait que je pose un peu plus la question. Web Component, je suis pas encore très habitué. On a besoin d'une bière, du coup. Ouais. Merci pour la présentation. Du coup, concrètement, la partie authentifiée, donc le salut Yann, elle est donc pas cachée. Alors on peut en cacher une partie du coup. Donc c'est du cache par utilisateur. Alors ce que tu vas faire généralement quand tu es authentifié, c'est que toutes les zones utilisateurs, tu ne vas pas les cacher. Par contre, tout le reste de ton contenu, tu vas pouvoir le cacher. Ok, et donc pour les exemples de sites à très fort trafic, je aussi travaille sur des sites à très fort trafic, mais on se retrouve quand même à aller taper au niveau du back-end pour ces parties-là, qui sont donc plus petites, certes que la page complète, c'est quand même une optimisation, mais il y a quand même des hits qui vont être faits au niveau du back-end. Ah bah oui, de toute façon, quand tu as du contenu dynamique, tu peux pas cacher le contenu. Ouais, non, ok. Ça
je pense qu'il n'y a aucune technologie qui va être capable d'être prédictive sur la valeur que le truc va te renvoyer. Il n'y a toujours pas de magie qui s'opère. Ah non, toujours pas. Si. Sur les balises ESI include, on voyait qu'il y avait un attribut alt. Ouais. Et à quoi il sert? En fait, c'est s'il n'arrive pas à les taper généralement sur l'URL principal, il va les taper sur l'URL alternative. D'accord, mais de toute façon, il y aura même avec le alt, il va refaire une requête pour aller récupérer du. Ouais, bien sûr. C'est des solutions d'échappement en fait sur les alt. Donc si ça marche pas sur la première, on va taper sur la seconde. Tout bon? C'est tout bon? Bon ben, en espérant que ça vous ait plu. Et puis merci beaucoup.